Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Lorsque Greta Van der Horn murmura à l'oreille de son époux, le timide éleveur, ces mots audacieux, « Je suis ton épouse. Puis-je le prendre en bouche ?» Thornton Callaway fut pris de tremblements si violents qu'il manqua de s'effondrer sur place. Ses mains calleuses agrippèrent son chapeau avec une telle force que ses jointures en devinrent blanches, ses yeux restant rivés sur le sol poussiéreux, car il ne parvenait toujours pas à croire qu'une femme d'une telle envergure puisse s'agenouiller devant un homme tel que lui. Cet immense marié par correspondance, aux formes plus généreuses, plus forte et plus femme que n'importe quelle dame de Dustwood, dans le Montana, se tenait à genoux dans la poussière de leur ranch, son bonnet encadrant un sourire si radieux qu'il aurait pu faire fondre les glaces de l'hiver. Elle levait les yeux vers lui avec une dévotion farouche, tandis qu'il restait figé, ses bretelles tendues sur sa silhouette maigre, le visage empourpré par une honte et un désir qu'il avait enfoui depuis 14 années. Thornton était l'éleveur réservé que toutes les femmes de Trois Comtés avaient rejeté. Il était jugé trop silencieux, trop gauche, trop brisé par la beauté locale qu'il avait traité de demi-homme devant toute l'assemblée de la salle de danse de la ville. Il avait commandé une épouse par correspondance, non par espoir, mais par une résignation ancrée jusqu'à l'os, s'attendant à recevoir quelqu'un d'aussi désespéré et abîmé que lui-même. Mais les mains de Greta cherchèrent sa ceinture avec une assurance douce, son sourire ne vacillant jamais, la joie émanant de chaque centimètre de son corps puissant. Elle ne demandait plus sa permission désormais. Après 3 mois de mariage durant lesquels il n'avait pu soutenir son regard, où il mangeait ses repas en silence et fuyait vers la grange comme un garçon effrayé, cette femme splendide avait décidé qu'elle avait assez attendu que son mari se croie digne d'être aimé. Elle revendiquait ce qui lui appartenait. Les genoux de Thornton flanchèrent. Sa main vola pour se stabiliser contre le mur de la grange alors que des larmes ruisselaient sur son visage buriné. Lorsque cette géante épouse par correspondance tint sa promesse en l'aimant comme seule une véritable femme le peut, l'éleveur timide trembla, fut secoué de frissons et pleura comme un homme arraché à une tombe dans laquelle il avait été enterré vivant. En cet instant, alors que ses mains massives et douces le tenaient fermement, et que ses lèvres lui montraient une dévotion qu'aucune femme ne lui avait jamais offerte, Thornton Callaway oublia toutes celles qu'il avait rejetées. Il oublia le rire cruel de Sarah Pritchard. Il oublia 14 ans de solitude. Il oublia que le mot moitié avait jamais été accolé au mot homme lorsque les gens parlaient de lui. Parce que cette géante mariée par correspondance le voyait comme un être entier. Mais comment un éleveur timide incapable de regarder une femme dans les yeux s'était-il retrouvé avec cette créature radieuse à genoux dans la poussière devant lui, le revendiquant avec joie plutôt que par devoir? Pourquoi Greta, plus forte et plus vivante que n'importe quelle femme qu'il ait jamais vue, avait-elle choisi de s'agenouiller pour l'homme que la ville entière prenait en pitié? Que s'était-il passé durant ces 3 mois d'agonie maritale avant qu'elle ne cesse enfin de demander la permission pour prendre ce qui lui revenait de droit? Et qu'est-ce qui s'était brisé à l'intérieur d'eux deux pour faire de ce moment non seulement un acte de désir mais de rédemption? Ceci est l'histoire de l'éleveur timide qui tremblait devant l'amour et de la géante mariée par correspondance qui lui apprit qu'il n'avait jamais été brisé, attendant simplement quelqu'un d'assez fort pour le voir clairement. 3 mois plus tôt, le train était entré en gare de Dustwood en sifflant, tel un dragon de métal crachant sa vapeur dans le ciel de septembre. Thornton Callaway se tenait sur ce quai en bois, son chapeau écrasé entre ses mains tremblantes, fixant ses bottes comme si elles détenaient les réponses aux questions qu'il était trop terrifié pour poser. Le télégramme dans la poche de son gilet pesait comme une pierre contre ses côtes, « Épouse arrive jeudi. » Stop. Greta Van der Horn. Stop. Il avait écrit ces lettres à l'agence matrimoniale au cœur de la nuit, lorsque la solitude creusait des trous si profonds dans sa poitrine qu'il pensait disparaître à l'intérieur. À 38 ans, il n'avait jamais embrassé de femme, jamais tenu une main en marchant dans la rue principale, jamais ne s'était réveillé avec le souffle de quelqu'un dans son cou. Les ouvriers du ranch chuchotaient à son sujet. Les dames de la ville faisaient claquer leur langue par pitié. Et Sarah Pritchard, bon Dieu, Sarah Pritchard avait fait en sorte que tout le monde sache exactement ce qu'elle pensait de Thornton Callaway. Il avait 14 ans de moins à l'époque, se tenant dans la salle de danse de Dustwood avec la sueur trempant sa chemise du dimanche. Il avait répété ces mots pendant 3 semaines, « Mademoiselle Pritchard, m'accorderiez-vous cette danse ?» Mais lorsqu'il s'était finalement approché d'elle, sa langue s'était changée en argile, et le bégaiement pour lequel son père l'avait battu était revenu en force. « Mademoiselle Pritchard, puis-je » Elle ne l'avait même pas laissé finir. Elle avait ri, un rire haut et tranchant comme du verre brisé, et sa voix avait porté à travers toute la salle, « Je ne danse pas avec un demi-homme, Thornton. » Ses amis avaient pouffé derrière leurs éventails. Le violoniste s'était arrêté de jouer.
Chaque regard dans cette pièce l'avait brûlé alors qu'il restait là, figé, se noyant dans sa propre humiliation. Après cette nuit-là, les femmes regardaient à travers lui comme s'il était de la fumée. Les jolies, les ordinaires, même les veuves désespérées cherchant de l'aide pour leur ferme. Personne ne voulait de l'homme qui ne pouvait finir une phrase sans que ses mots ne trébuchent les uns sur les autres comme du bétail ivre. Alors, il avait arrêté d'essayer. Il travaillait seul sur son ranch, mangeait ses repas seul, et se disait que certains hommes n'étaient tout simplement pas faits pour l'amour. Il se disait que la solitude était plus facile que le rejet, qu'il allait bien, juste bien, parfaitement bien avec une vie qui s'étendait devant lui comme une route vide disparaissant dans le néant. Mais les nuits, mon Dieu, les nuits étaient meurtrières. Il restait allongé dans son lit étroit, écoutant le vent hurler à travers les interstices des murs, se demandant ce que cela faisait d'avoir la chaleur de quelqu'un près de soi. Entendre un autre cœur battre dans l'obscurité, compter suffisamment pour quelqu'un pour qu'il choisisse de rester. C'est pourquoi il avait écrit ces lettres, non pas parce qu'il pensait mériter l'amour, mais parce que le silence le dévorait vivant de l'intérieur. À présent, les portes du train s'ouvraient et les passagers descendaient dans la lumière de l'après-midi. Un voyageur de commerce avec ses valises d'échantillons, un prédicateur itinérant avec une Bible sous le bras, une famille avec 3 enfants qui commencèrent immédiatement à se battre pour savoir qui porterait le sac de voyage. Puis elle apparut. Greta Van der Horn descendit les marches du train, et le quai entier devint silencieux. Elle mesurait au moins 6 pieds et 4 pouces dans ses bottes de voyage, plus larges d'épaules que le forgeron, avec une carrure qui témoignait d'un travail acharné et d'hiver rude. Sa robe était un simple coton gris qui se tendait sur sa silhouette opulente. Et son visage, beau plus que joli, avec des pommettes fortes et une mâchoire capable d'encaisser un coup, scanna la foule avec quelque chose qui ressemblait à un défi mêlé de terreur. Leurs regards se croisèrent à travers 20 pieds de planches en bois et d'air poussiéreux. Thornton sentit son estomac tomber dans ses bottes. Elle était magnifique, puissante, plus femme qu'il n'avait jamais imaginé qu'il puisse exister dans un seul corps, et elle le regardait avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à nommer. De l'espoir peut-être, ou de la peur, ou quelque chose suspendu entre les deux. Puis il se vit à travers ses yeux. Un homme maigre et buriné de 38 ans, qui paraissait plus vieux, car la solitude vous vieillit plus vite que le soleil et le travail réunis. Les épaules voûtées comme s'il essayait de se faire plus petit. Des yeux qui ne pouvaient soutenir le regard d'une autre personne plus de 3 secondes avant que la honte ne lui fasse détourner la tête. Il vit ses épaules s'affaisser légèrement. Il vit la déception vaciller sur son visage avant qu'elle ne le lisse en quelque chose de poli et neutre. Elle pensait qu'il était déçu par elle. Il pensait qu'elle était déçue par lui. Aucun d'eux ne savait qu'ils avaient tous les deux tort. Greta marcha vers lui portant une unique malle abîmée qui semblait avoir traversé le pays 2 fois et pourrait ne pas survivre à un 3e voyage. Elle se déplaçait avec précaution, comme quelqu'un habitué à se faire plus petit dans des espaces qui n'étaient pas construits pour des corps comme le sien. Lorsqu'elle l'atteignit, elle posa la malle et tendit la main. Elle était facilement 2 fois la taille de la sienne, avec des callosités qui racontaient des histoires de dur labeur et de survie difficile. Monsieur Callaway. Sa voix le surprit. Elle était douce, presque musicale, comme de l'eau coulant sur des pierres lisses. Rien à voir avec la voix rude et masculine qu'il avait attendue d'une femme de sa taille. Oh oui, dame. Le bégaiement émergea immédiatement, aigu et mortifiant. Il entendit des ricanements venant des hommes qui traînaient près du bâtiment de la gare. La vieille honte inonda ses veines comme du poison. Sa poigne était ferme mais prudente, comme si elle avait peur de lui briser les os. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Greta Van der Horn. Ravi de vous rencontrer aussi, mademoiselle. Je veux dire, bientôt madame. Il ne put finir. Sa langue se noua tandis que son visage brûlait assez fort pour y faire frire des œufs. Derrière eux, il entendit la voix de Randy Cooper portée à travers le quai. Christ tout-puissant, il s'est commandé un grizzly en robe. Des rires éclatèrent du groupe d'ouvriers de ranch venus en ville pour des provisions et restés pour le spectacle. La main de Greta devint molle dans la sienne, ses épaules se voûtèrent vers l'intérieur comme si elle avait été frappée. Elle retira sa main et regarda vers les planches poussiéreuses, et Thornton vit quelque chose sur son visage qu'il reconnaissait de son propre miroir chaque matin. Une honte si profonde qu'elle avait gravé des lignes permanentes dans l'âme. « Votre mal » parvint-il à dire, ses mots sortant plus clairs lorsque la colère trancha à travers la peur. « Je vais prendre votre mal. » Il la souleva, s'attendant à ce qu'elle soit lourde, mais ne s'attendant pas à ce qu'elle pèse comme si elle n'avait emballé rien d'autre que des pierres et des regrets.
Le trajet de 12 milles jusqu'à son ranch se passa dans un silence si épais qu'il donnait l'impression de se noyer. Le chariot grinçait. Les sabots du cheval contre la route de terre battue. Le soleil de septembre tapait sur eux comme un marteau contre une enclume. Et aucun d'eux ne dit un seul mot car ils étaient tous deux trop occupés à essayer de ne pas pleurer. Lorsqu'ils atteignirent enfin son ranch, Greta regarda la petite maison en bois avec son porche affaissé et son toit rapiécé comme si c'était le plus beau manoir de San Francisco. « C'est vraiment bien, dit-elle doucement. « Vraiment bien, monsieur Callaway. »« Juste Thorne, dit-il. Tout le monde m'appelle Thorne. » Thorne, elle testa le nom sur sa langue. C'est un nom bon et fort. Personne n'avait jamais qualifié quoi que ce soit à son propos de fort auparavant. Le prédicateur itinérant arriva 1 heure plus tard, sentant le whisky et le désespoir. C'était un homme mince aux yeux larmoyants qui célébrait des mariages pour $5 et ne posait aucune question pour savoir si le couple s'était déjà dit plus de 10 mots. Il marmonna à travers la cérémonie tandis que Greta et Thornton se tenaient à 3 pieds l'un de l'autre dans le petit salon qui sentait encore le café de célibataire et la solitude qui avait imprégné les murs pendant 15 ans. Voulez-vous, Thornton Callaway, prendre cette femme pour épouse légitime? Je le veux. Et voulez-vous, Greta Van Der Horn, prendre cet homme pour époux légitime? Je le veux. Sa voix était stable et claire, comme si elle faisait une promesse qu'elle avait l'intention de tenir, même si cela devait la tuer. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Montana, et la grâce de Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Ils restèrent là figés, tandis que le prédicateur attendait avec sa main déjà tendue pour son paiement. Finalement, Thornton se pencha et pressa ses lèvres sur la joue de Greta si rapidement que cela compta à peine comme un contact. Sa peau était chaude et sentait la suie du train et le savon à la lavande. Le prédicateur prit ses $5 et partit. Mari et femme se tinrent dans ce petit salon alors que le soleil se couchait dehors et peignait le ciel de la couleur des bleus. « Je peux dormir dans la GR Grange » bégaya Thornton. « Vous pouvez avoir la CH chambre. Ce n'est pas grand-chose, mais le matelas est propre. » « Et c'est très gentil de votre part, » l'interrompit Greta doucement. « Très gentil en effet. » C'est donc ce qu'ils firent. Cette première nuit et toutes les nuits suivantes. Thornton dormait dans la grange tandis que Greta dormait dans leur chambre. Ils étaient mariés aux yeux de Dieu et du territoire du Montana, mais ils vivaient comme des étrangers, pensionnaires dans la même maison. Les jours développèrent un rythme qui ressemblait plus à une marche funèbre qu'à un mariage. Thornton se réveillait avant l'aube et se glissait dans la maison pour faire du café, puis disparaissait pour travailler au ranch avant que Greta ne vienne à la cuisine. Elle préparait le petit déjeuner et laissait son assiette réchauffer sur le poêle, puis sortait pour s'attaquer à tout travail qui nécessitait d'être fait. Et il y avait toujours du travail. Des clôtures qui avaient besoin d'être réparées, des animaux à nourrir, un toit qui fuyait à 3 endroits, une porte de grange qui pendait de travers sur des gonds cassés. Greta s'attaqua à tout cela avec une compétence tranquille qui laissa Thornton bouche bée de stupeur. Elle pouvait soulever des sacs de nourriture qui prenaient normalement 2 hommes à porter. Elle amadoua son cheval le plus caractériel avec rien d'autre que de la patience et des mots doux. Elle grimpa sur ce toit qui fuyait et le rapiéça mieux qu'il n'aurait jamais pu le faire, se déplaçant avec une grâce surprenante pour quelqu'un de sa taille. Il l'observait de loin, voulant aider, voulant lui parler, voulant tout savoir sur la femme qu'il avait épousée. Mais chaque fois qu'il s'approchait, sa gorge se serrait et ses mains commençaient à trembler, et tout ce qu'il pouvait entendre était la voix de Sarah Pritchard résonnant à travers 14 années. Demi-homme. Comment pouvait-il approcher quelqu'un d'aussi capable et fort que Greta alors qu'il ne pouvait même pas réussir à prononcer une phrase complète sans que ses mots ne trébuchent sur eux-mêmes? Alors, il restait à l'écart. Ils mangeaient ses repas à des heures étranges pour qu'ils n'aient pas à s'asseoir ensemble. Ils travaillaient dans les pâturages lointains même lorsque le travail ne le nécessitait pas. Ils s'allongeaient dans la grange la nuit et se détestaient d'être trop brisés pour revendiquer l'épouse qu'il avait payé bon argent pour faire venir depuis le Minnesota. Et Greta. Elle travaillait du lever au coucher du soleil, son corps bougeant avec ce genre d'énergie désespérée qui vient quand on essaie de courir plus vite que ses propres pensées. Elle frottait des sols qui étaient déjà propres. Elle réorganisa le petit garde-manger 3 fois en une semaine. Elle cuisait du pain et le laissait sur la table où Thornton le trouverait, encore chaud avec le beurre fondant dans la croûte. Elle essayait, mon Dieu, elle essayait si fort d'être une bonne épouse, de gagner sa place, de prouver qu'elle valait la peine qu'on l'ait fait venir ici. Mais la nuit, seule dans cette chambre qui sentait son mari mais ne l'avait jamais tenu,
elle pressait son visage dans l'oreiller et pleurait aussi silencieusement qu'elle le pouvait, car elle comprenait maintenant. Elle comprenait avec une clarté parfaite et dévastatrice. Thornton Callaway avait commandé une épouse par correspondance par solitude et désespoir. Mais lorsqu'elle était descendue de ce train, avec tous ses 6 pieds et 4 pouces, large et puissante, et complètement fausse, il avait réalisé son erreur. Il était trop poli pour la renvoyer, trop gentil pour lui dire la vérité. Alors à la place, il essayait de prétendre qu'elle n'existait pas. Elle était trop. Elle avait toujours été trop. Et maintenant elle était piégée à 2000 milles de chez elle avec un homme qui ne pouvait supporter de la regarder. 3 mois. 3 mois de cette torture. 3 mois à vivre comme des étrangers. 3 mois à vouloir quelqu'un si près qu'on pouvait l'entendre respirer à travers les murs, mais sans jamais se toucher, sans jamais parler, sans jamais se connecter. Quelque chose devait se briser. Quelqu'un devait être courageux car ce n'était pas un mariage. C'était une mort lente par la solitude pour 2 personnes qui mouraient déjà seules depuis des années. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le point de rupture arrivait, porté sur les ailes d'un blizzard de décembre qui les piégerait ensemble et les forcerait à voir enfin ce qui avait été juste devant eux tout ce temps. Le blizzard frappa un mardi au début de décembre avec une telle violence que les anciens secouèrent la tête et murmurèrent à propos de l'hiver de 71 quand la moitié du territoire était morte de froid. Le ciel prit la couleur du fer. Le vent commença à hurler comme une femme en travail. Et la température chuta si vite que l'eau dans l'abreuvoir des chevaux gela solide en moins d'1 heure. Thornton vérifiait le pâturage lointain lorsque les premiers flocons commencèrent à tomber. Il sut immédiatement qu'il avait commis une terrible erreur. Le bétail se regroupait déjà, leurs instincts leur disant que la mort arrivait avec le vent. Il essaya de les conduire vers la grange proche, mais ils se dispersèrent de panique. Et le temps qu'il en fasse bouger la moitié dans la bonne direction, il ne pouvait plus voir à 10 pieds devant son visage. Le monde devint blanc. Pas le blanc doux et gentil d'une carte de Noël, mais un blanc aveuglant et hostile qui effaçait tout. La maison du ranch disparut. La grange disparut. Le sol sous ses pieds disparut jusqu'à ce qu'il trébuche à travers un vide sans fin de vent hurlant et de glace piquante. Il ne sut pas qu'il était tombé à travers la glace du ruisseau jusqu'à ce que l'eau le frappe comme un millier de couteaux. Le choc chassa l'air de ses poumons. Sa jambe droite se tordit sous lui et il entendit quelque chose craquer. Pas fort comme un coup de feu, mais calme et définitif comme une porte qui se ferme et qu'on n'ouvrira plus jamais. La douleur vint ensuite, chauffée à blanc et nauséabonde. Il essaya de se lever et sa jambe se plia comme du papier. Le ruisseau n'était pas profond, peut-être 3 pieds, mais il ne pouvait pas escalader la berge glacée. Ses mains devenaient déjà engourdies. Ses dents claquaient si fort qu'il pensait qu'elles allaient se briser. C'est ainsi que je meurs, pensa-t-il avec une étrange clarté. Seul dans un ruisseau gelé pendant que ma femme dort dans une maison à 200 mètres, et elle se sentira probablement soulagée quand elle trouvera mon corps. Mais alors il entendit sa voix tranchant à travers la tempête comme une cloche d'église à travers le brouillard. Thornton Callaway, où êtes-vous? Il essaya de répondre, mais sa gorge ne fonctionnait pas. Son corps entier tremblait si violemment qu'il ne pouvait contrôler ses muscles. Il s'éteignait pièce par pièce, système par système. Thorn. Plus près maintenant. Elle se rapprochait. Il réussit à émettre un son, à peine humain, plus comme un animal pris dans un piège. Mais ce fut suffisant. Greta apparut au-dessus de lui comme un ange de miséricorde dans un monde devenu fou. Son bonnet envolé depuis longtemps, ses cheveux fouettant son visage comme une tempête dans la tempête. Elle le vit dans le ruisseau et n'hésita pas une seule seconde. Elle glissa le long de cette berge glacée, s'écrasa dans l'eau à côté de lui. Et avant qu'il ne puisse protester, avant qu'il ne puisse lui dire de se sauver, elle avait enroulé un bras massif autour de sa poitrine et le hissait hors de là comme s'il ne pesait rien du tout. Elle le porta, lui et tous les 170 livres de Thornton Callaway frissonnants et brisés. Elle le porta à travers ce blizzard comme s'il était un enfant. Sa force était terrifiante et belle. Elle ne trébucha jamais, n'hésita jamais, ne suggéra jamais une seule fois qu'elle pourrait le laisser tomber. Elle baissa juste la tête et marcha droit dans les dents de cette tempête, suivant une boussole interne qui défiait le chaos du voile blanc. Lorsqu'ils s'écrasèrent à travers la porte de la cuisine, de la glace pendait à leurs vêtements comme une armure. Greta ferma la porte d'un coup de botte, le porta directement dans sa chambre, et le posa sur le lit avec une douceur surprenante. « Votre jambe, dit-elle. Tout en affaire maintenant. » Aucune douceur dans sa voix, juste une compétence ferme. « Ne la bougez pas.
Elle retira ses vêtements gelés avec des mains efficaces qui ne s'attardaient pas, n'hésitaient pas, ne montraient aucune gêne devant sa nudité. Elle avait grandi dans une ferme. Elle avait mis au monde des veaux et recousu des chevaux, et savait que la modestie n'avait pas sa place lorsque la mort reniflait à la porte. Elle l'enveloppa dans toutes les couettes de la maison, alluma un feu dans le poêle de la chambre qu'elle nourrit jusqu'à ce qu'il rugisse comme une chose vivante, puis examina sa cheville avec des mains qui étaient douces malgré leur taille. « Cassée, dit-elle calmement, mais nette. Je peux la remettre. Vous n'avez pas à. Chut. Pas méchamment, mais fermement. Je suis votre femme, Thorn. C'est ce que font les femmes. » Elle remit sa cheville en place pendant qu'il mordait dans une ceinture en cuir et essayait de ne pas crier. Elle mélangea un cataplasme d'herbe qu'elle avait apporté du Minnesota, enveloppa sa jambe avec des bandes déchirées d'un de ses propres jupons, et la suréleva sur des oreillers avec tant de soin que des larmes coulèrent des yeux de Thornton malgré ses meilleurs efforts pour les retenir. Puis elle fit du café additionné de whisky et s'assit près du lit tandis que la tempête faisait rage dehors et que Thornton Callaway regardait enfin sa femme. La regardait vraiment. Ses cheveux séchaient en ondulations autour de son visage fort. Sa robe était encore humide par endroits, collant à ses courbes. Ses mains énormes et capables, reposaient sur ses genoux, et il pouvait voir des brûlures de cordes, des callosités et de vieilles cicatrices qui parlaient d'une vie de dur labeur. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Pourquoi? Sa voix sortit brisée, mais pas à cause du bégaiement cette fois, mais d'une émotion trop grande pour être contenue. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Greta le regarda comme s'il avait demandé pourquoi le soleil se lève. Parce que vous êtes mon mari, Thorn. Parce que je préférerais mourir dans cette tempête plutôt que de vivre dans cette maison en sachant que je vous ai laissé geler. Mais j'ai été. Je n'ai pas été. Je vous ai traité comme si vous aviez peur, finit-elle doucement. Je sais. Je comprends la peur, Thorn. Je l'ai portée toute ma vie. J'ai peur de vous. Il força les mots à sortir. Non, jamais de vous. Peur. Peur que vous voyiez ce que tout le monde voit. Que je suis brisé. Que Sarah Pritchard avait raison. Que je suis un demi-homme. Le visage de Greta se durcit. Qui est Sarah Pritchard? Alors il lui raconta, allongé là dans ce lit avec sa jambe qui lançait et son corps commençant enfin à se réchauffer. Il lui raconta tout sur la salle de danse et le rejet, sur 14 ans de silence et de solitude, sur les femmes qui regardaient à travers lui et les hommes qui se moquaient de lui, et les nuits où le calme devenait si fort qu'il pensait marcher dans l'hiver pour ne pas revenir. Il lui parla de la commande d'une épouse par correspondance, non pas parce qu'il pensait mériter l'amour, mais parce qu'il était si désespérément seul. Il était prêt à risquer un rejet de plus si cela signifiait peut-être, possiblement, avoir quelqu'un à qui parler durant les longs hivers du Montana. Et puis il lui dit la vérité qui faisait le plus mal de tout. Quand vous êtes descendu de ce tétrin, si belle et forte et magnifique. J'ai pensé qu'elle allait me jeter un regard et réaliser quelle terrible erreur elle avait faite. Alors je suis resté à l'écart parce que je ne pouvais pas supporter de voir ce moment où vous comprendriez que vous aviez voyagé 2000. M1000 pour un homme qui ne peut même pas finir une phrase sans bégayer. Greta resta silencieuse un long moment. Puis elle commença à rire. Pas cruellement, pas comme Sarah Pritchard avait ri, mais avec un étonnement sincère. Imbécile, dit-elle, et il y avait de l'affection là-dedans. Magnifique et ridicule imbécile. Savez-vous ce que j'ai pensé quand je vous ai vu sur ce quai? Il secoua la tête. J'ai pensé qu'il était déçu. Il voulait quelqu'un de petit et délicat et à la place il a eu un monstre géant qui va l'embarrasser devant tout le territoire. Sa voix se brisa. Mes frères, après la mort de maman et papa, ils m'ont dit que j'étais immariable. Ils ont dit qu'aucun homme ne veut d'une femme qui est plus grande et plus forte que lui. Ils ont dit que je faisais se sentir les hommes petits juste en existant. Elle regarda ses mains. J'ai passé toute ma vie à essayer de me faire plus petite. Voûtant mes épaules, gardant ma voix basse, ne montrant jamais ma force parce que cela mettait les gens mal à l'aise. Et quand je suis venu ici, je me suis tué à la tâche pour essayer de prouver que je valais la peine d'être gardé. Que peut-être si j'étais assez utile, vous ne me renverriez pas. Thornton essaya de s'asseoir et halta alors que la douleur traversait sa jambe. Greta bougea immédiatement pour l'aider, ajustant les oreillers derrière son dos. Vous pensez que vous êtes débrisé? Demanda-t-il. Greta, vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et je ne veux pas dire juste votre sécor, bien que.
Dieu sait que vous êtes assez forte pour porter un homme adulte à travers un blizzard. Je veux dire, vous êtes assez courageuse. Vous êtes assez capable. Vous êtes gentille. Vous avez fait 2000 et 1000 pour ex-antaigu épouser un étranger, et vous ne vous êtes jamais fait plainte une seule fois. Vous avez travaillé ce ranch comme si vous aviez vécu ici toute votre vie. Vous faites du pépin qui a le goût du paradis, et vous réparez la porte de la grange que j'ai vide depuis 2 ans. Et vous? Sa voix se brisa complètement. Vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes exactement suffisante. Et je suis l'imbécile qui était trop effrayé pour le voir. Les yeux de Greta se remplirent de larmes. Vous le pensez vraiment? Chaque mot. Elle tendit la main lentement, lui donnant le temps de se reculer. Lorsqu'il ne le fit pas, elle prit son visage en coupe avec une main massive et douce. Je suis votre femme, Thorn, murmura-t-elle si bas. Mais j'aimerais être votre femme pour de vrai si vous voulez de moi. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait briser ses côtes. Je n'ai jamais. Je ne sais pas comment. Moi non plus. Elle sourit et cela transforma son visage entier en quelque chose de radieux. Nous trouverons ensemble. Le blizzard fit rage pendant 3 jours de plus. 3 jours où ils furent piégés dans cette petite maison avec nulle part où se cacher et plus aucune excuse. 3 jours où ils se parlèrent enfin, vraiment parler, partageant des histoires et des peurs et des rêves qu'ils n'avaient jamais dit à haute voix à une autre âme vivante. La 4e nuit, la fièvre de Thornton tomba et il se réveilla pour trouver Greta endormie dans la chaise près de son lit, sa grande charpente pliée inconfortablement, sa main reposant près de la sienne sur la couette. Dans son sommeil, elle paraissait plus jeune, vulnérable, belle d'une manière qui fit mal à sa poitrine. Greta, chuchota-t-il. Elle se réveilla en sursaut. Avez-vous mal? Je vais chercher plus de... Venez ici. Elle hésita, incertaine. Puis lentement, prudemment, elle s'assit sur le bord du lit. Il leva la main et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, sa main tremblant, mais pas de peur cette fois. Je vous aime, dit-il clair et fort. Pas un seul bégaiement. Je crois que je vous aime depuis que vous m'avez porté à travers cette tempête. Ses larmes vinrent alors, chaudes et rapides. Je vous aime aussi, tellement que ça me terrifie. Il l'embrassa. C'était maladroit et doux et parfait. Et lorsqu'elle approfondit le baiser, lorsque ses mains massives berçaient son visage comme s'il était quelque chose de précieux et fragile, Thornton Callaway se sentit entier pour la première fois de sa vie. Ils se déshabillèrent l'un l'autre avec des mains tremblantes et des rires nerveux. Lorsqu'elle fut nue devant lui, grande et forte et magnifique, il traça les muscles de ses bras avec émerveillement. « Vous êtes belle » souffla-t-il. « Si belle. » Leur amour fut tendre et maladroit et profondément émotionnel. Après, alors qu'ils étaient allongés enlacés, Greta se redressa sur un coude. Son visage était empourpré, vulnérable, courageux. Thorn, sa voix était à peine audible. « Je veux. Puis-je » Elle fit un geste, embarrassé. « Je suis votre femme. Puis-je le prendre en bouche ?» Il se raidit sous le choc, mais ses mains trouvèrent ses épaules et s'y accrochèrent comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui tourne. « Vous n'avez pas à. Je le veux. » Elle croisa son regard avec une dévotion farouche. « Je veux vous faire du bien. Je veux vous aimer comme une femme aime son mari. » Lorsqu'elle le fit, avec une inexpérience douce et une dévotion absolue, Thornton Callaway se brisa. Il pleura de profonds sanglots tremblants venant d'un endroit dont il ignorait l'existence. Il pleura pour chaque rejet, chaque humiliation, chaque nuit solitaire. Il pleura pour le garçon dont le père le battait et l'homme qui croyait être impossible à aimer. Greta le tint après, cette femme géante le berçant comme quelque chose de précieux. « Je vous aime » s'étrangla-t-il. « Mon Dieu, Greta, je vous aime tellement. Je vous aime aussi. » Elle embrassa ses larmes. « Vous êtes entier, Thorn, vous l'avez toujours été. Vous aviez juste besoin de quelqu'un d'assez fort pour le voir clairement. » 2 semaines plus tard, lorsque la neige fondit enfin assez pour voyager, Sarah Pritchard apparut à leur porte. Elle portait une robe bleue et des larmes calculées, mais Thornton répondit avec Greta se tenant juste à côté de lui, sa main dans la sienne. Sarah, sa voix était stable, forte, aucun bégaiement du tout. « Que puis-je faire pour vous ? » Thorn, j'ai été une telle imbécile. Je suis venu vous dire que vous êtes celui que j'aurais dû choisir. Que vous méritez mieux que cet arrangement. Greta se tendit à côté de lui, mais Thornton serra sa main et sourit.
Vous avez raison sur une chose, Sarah. Je mérite mieux. Je mérite une femme qui me voit comme entier, qui est assez courageuse pour m'aimer sans honte, qui est assez forte pour me porter à travers les tempêtes. Il regarda Greta avec une telle dévotion que cela fit tressaillir Sarah. Je mérite exactement la femme que j'ai. Il ferma la porte au nez de Sarah. Ce printemps-là, leur ranch gagna le concours de bétail du comté grâce au programme d'élevage de Greta. Les gens de la ville qui se moquaient d'eux autrefois amenaient maintenant leurs chevaux à Greta pour l'entraînement. Et les soirs chauds, ils s'asseyaient sur leur porche. Greta dans la chaise berçante renforcée que Thorne avait construite pour elle, lui à ses pieds avec sa tête contre son genou. Je pensais, dit Greta un soir, nous devrions nous agrandir. Peut-être élever des chevaux de trait. Tout ce que tu veux, il embrassa sa paume. Tout ce que tu veux, nous le ferons ensemble. Ensemble, accepta-t-elle, sa main reposant sur le petit renflement de son ventre qui portait leur premier enfant. Au loin, leur bétail broutait. Le ranch que Thorne avait construit seul était devenu le foyer qu'ils avaient construit ensemble. Un endroit où deux personnes brisées découvrirent qu'elles n'avaient jamais été brisées du tout, attendant juste quelqu'un d'assez fort pour les voir clairement. Et c'est l'histoire de Thornton et Greta Callaway. L'éleveur timide qui tremblait devant l'amour et la géante mariée par correspondance qui lui apprit qu'il n'avait jamais été brisé. Si cette histoire a touché votre cœur, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous et quelle heure est-il en ce moment? J'aime voir notre communauté de partout dans le monde. Déposez votre emplacement et voyons jusqu'où cette histoire a voyagé. Et si vous croyez aux secondes chances et au genre d'amour qui voit les gens clairement, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous feront ressentir quelque chose de réel. Parce que nous méritons tous quelqu'un qui nous voit comme entier, exactement tel que nous sommes.